deuxième lieu, la maille cubique centrée. En fait, cette maille paraît relativement simple, mais on verra qu'en ce qui concerne les sites qu'elle présente, eh bien, c'est peut-être bien la plus compliquée. On va d'abord commencer par représenter la maille en modèle éclaté. On a donc toujours les 8 sommets comme dans le cubique simple, mais on voit apparaître un atome au centre. Ici, on a donc ces deux atomes qui sont vus au travers de la maille, celui-là entièrement au travers de la maille, celui-là au milieu de la maille. On va également montrer le modèle compact. Dans le modèle compact, on retrouve 1, 2, 3, 4 sommets ici. On retrouve le centre qui est ici. On retrouve ces 3 sommets ici. Et je vais représenter le 4e sommet. Donc on le voit apparaître comme ceci. On peut effectivement constater que la maille est bien cubique, elle englobe donc les 8 sommets et à l'intérieur, au milieu du cube, on aura donc 7 atomes. Ce que l'on peut également remarquer, c'est que les atomes qui sont au sommet du cube ne sont pas en contact. On va maintenant passer aux caractéristiques de la maille cubique centrée. La première caractéristique, ça va être le nombre d'atomes. On voit bien qu'il y a 8 sommets, 8 atomes à chaque sommet, un atome à chaque sommet. On a chaque sommet qui appartient à 8 mailles, donc qui intervient pour 1/8 dans la maille qui nous intéresse. Et puis on a celui qui est au centre, qui est entièrement dans la maille. Donc 8 fois 1/8 plus 1 entier. Cela nous fait 2 atomes par maille. La coordinance est de 8. Pour avoir la coordinance de 8, on peut constater que celui-ci est en contact avec les 8 sommets. Donc puisqu'il est en contact avec les 8 sommets, il a bien une coordinance de 8. Mais on peut également se poser la question, que se passerait-il si j'avais considéré un sommet? Par exemple, ce sommet, quelle aurait été sa coordinance? Eh bien, pour dire quelle est la coordinance de ce sommet, on va se rappeler qu'un sommet appartient à 8 mailles, qu'au centre de chacune des 8 mailles, il y a un atome, et que donc, par rapport à ce sommet, les 8 centres des mailles constitutives seront en contact avec lui. On a donc, par ailleurs, le fait que le contact se fait sur une grande diagonale du cube, n'importe laquelle, celle-ci, celle-ci ou celle que j'ai représentée. La grande diagonale, elle fait A racine de 3 si l'arête du cube fait A, et que sur A racine de 3, on a un rayon, 2, 3 rayons, 4 rayons, ce qui nous fait A racine de 3 égale 4R, ou encore A égale 4R sur racine de 3, bien entendu. Le volume d'une maille cubique, bien c'est toujours A au cube, et donc si on remplace A par 4R sur racine de 3, cela va nous faire ceci, 64R3 sur 3 racine de 3. Par ailleurs, comme on a 2 atomes dans la maille, et que chaque atome est une sphère de rayon R, on a le volume occupé qui est 2 fois 4 tiers de pi R3. La compacité va ainsi se calculer, 2 fois 4 tiers de pi R3, ça fait 8 tiers de pi R3. Le volume de la maille qui est ici, quand on simplifie, on arrive à ceci, et pour finir, pi racine 3 sur 8, ce qui nous fait environ 68% de taux d'occupation. La masse d'une maille, eh bien c'est la masse de 2 atomes, comme on l'a vu précédemment, et donc la masse volumique, c'est la masse d'une maille, 2m 10-3 sur NA, divisé par le volume de la maille qui est ici, donc j'ai monté le 3 racine 3 qui aurait été au dénominateur du dénominateur, je l'ai mis au numérateur, et ainsi, voilà donc à quoi ressemble l'expression de la masse volumique. Il est bien évident que la masse volumique exprimée comme ceci donne une formule assez compliquée à retenir et que d'une manière générale, il vaut mieux s'attacher à comprendre comment on trouve la formule plutôt qu'à garder cette formule en mémoire parce que elle est compliquée et très simple à établir en réalité. On va commencer par chercher à l'intérieur de cette maille des sites octaédriques. Alors, les sites octaédriques sont obligatoirement constitués de 6 atomes, 4 qui forment un carré et 2 qui sont sur un segment perpendiculaire au plan du carré en son milieu. On va prendre ici donc la maille cubique centrée, on va prendre 4 atomes, les 4 atomes d'une face, ils forment un carré, sauf que dans ce carré, ils ne sont pas en contact, donc on n'aura pas affaire à un octaèdre régulier, mais on aura affaire à un octaèdre déformé. En revanche, les deux
qui doivent être perpendiculaires à ceci, eh bien on va prendre celle-là et le centre de la face qui est à droite. Cela nous fait un segment perpendiculaire au plan du carré et perpendiculaire en son centre, comme ceci. Celui-là est en contact avec les 4 des sommets de face, celui-là également. En revanche, les sommets de face ne sont pas en contact entre eux. Voilà dessiné l'octaèdre, dont je rappelle encore une fois qu'il est irrégulier, et donc le cercle bleu, la sphère bleue, représente le centre du site octaédrique. Ce centre est au milieu de la face, de cette face droite de la maille. Puisqu'une face est commune à 2 mailles, ça veut dire que ce site octaédrique est partagé entre 2 mailles, et donc il compte pour 1/2 dans chacune des mailles. On va aussi considérer un autre type de site octaédrique. Alors en réalité, quand je dis un autre type de site octaédrique, je veux dire une autre position, un autre positionnement de site octaédrique. Pour cela, cette fois-ci, je vais considérer l'arête avant droite. Cette arête, eh bien, je sais qu'elle est perpendiculaire au carré formé par les 4 centres de mailles, des mailles qui constituent cette arête ou qui ont cette arête en commun. Donc je vais représenter ces 4 centres, donc celui-ci qui est dans la maille qui m'intéresse, celui-là qui est dans la maille de droite, celui-là qui est dans la maille avant par rapport à la maille que je considère ici, et celui-là qui est dans la maille qui est à la fois à droite et en avant de la maille que j'ai représentée. Ces 4 centres de mailles forment un carré, même type de carré que celui-ci, la distance est A, donc ceux-là ne sont pas en contact, ceux-là ne sont pas en contact, entre eux il n'y a pas contact, mais en revanche ils sont perpendiculaires le plan de ce carré est perpendiculaire au segment formé par ces deux, et ça se passe au milieu du carré. On a donc un site octaédrique, sauf que comme c'est un site octaédrique qui va être centré sur l'arête, eh bien une arête étant commune à 4 mailles, ce centre octaédrique, ce site octaédrique, comptera pour 1/4 dans la maille qui m'intéresse. Je vais maintenant proposer une autre vision des sites octaédriques. Pour cela, je vais voir les choses du dessus. J'ai donc le niveau 0 et 1 et le niveau 1/2, et également 1,5, 1/2 et 3/2. Eh bien, si je considère le site formé avec la position 1/2 et la position 3/2 pour celui-là et ces 4-là, on a bien effectivement les deux qui sont sur la verticale ici, le carré qui est horizontal. On a donc effectivement un octaèdre, mais entièrement à moitié dans la maille, puisque j'ai utilisé la position de 3/2, ça veut dire que je vais avoir l'octaèdre partagé entre la maille du bas et la maille du haut. De la même manière, si je considère celui-ci, cette fois-ci je vais prendre 0 et 1, et ceux-là sont à la hauteur 1/2, j'aurai donc un octaèdre entièrement en ce qui concerne la hauteur dans la maille représentée et pas dans la maille du haut, mais en revanche il va être commun à 4 mailles, donc il comptera pour 1/4. On voit donc à ce niveau-là qu'on a un demi-site octaédrique par centre de face. Comme il y a 6 faces, ça nous fait 6 fois un demi-site octaédrique. Et on a 1/4 de site octaédrique au centre, au milieu de chaque arête. Comme il y a 12 arêtes, ça nous fait 12 fois 1/4. 6 fois 1/2 plus 12 fois 1/4, ça nous fait 6 sites octaédriques déformés. Ces sites étant déformés, on va quand même s'intéresser à la taille de ce site octaédrique. On se rappelle qu'on a vu un site octaédrique, ce sont ces 4 et ces 2. Eh bien, je vais pouvoir considérer 2 dimensions, soit la dimension entre les 2 centres de face, centres de maille comme ceci, ou bien la dimension, donc cette distance-là c'est A, ou bien je vais considérer la dimension ici qui est l'arête du carré et qui vaut donc A racine de 2. On sait que lorsqu'on veut rentrer un objet indéformable, c'est toujours la dimension la plus réduite
qui fixe les limites. Et donc, effectivement, ici, ce qu'on dit, c'est que la taille du site sera donnée par la dimension la plus petite. C'est-à-dire que ici, j'ai A, et sur A, j'ai 2R plus 2RI. Or, A, c'est 4R sur racine de 3, qui est égal à 2R plus 2RI, ce qui revient à dire que, en réarrangeant, RI doit être inférieur ou égal à R, facteur de 2 sur racine de 3 moins 1. Ça, ce sont les tailles, c'est la taille des sites octaédriques dans le cubique centré. On va maintenant chercher les sites tétraédriques. Pour construire un site tétraédrique, on a la possibilité d'imaginer 3 atomes en contact et un quatrième posé dans le creux de ces formés par les 3, mais on peut aussi imaginer 2 sphères qui sont sur la verticale et 2 sphères qui sont sur l'horizontale, donc 2 axes perpendiculaires entre eux. Ici, par exemple, je vais pouvoir considérer ces 2 qui sont sur une verticale avec ces 2 qui sont sur une horizontale. Et à ce moment-là, je vais avoir un site tétraédrique, sauf que dans un site tétraédrique régulier, il y a contact entre ces 2 atomes et il y a contact entre ces 2 atomes, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Ce seront donc des sites tétraédriques déformés. J'aurai également la possibilité, en utilisant cette même arête, de voir celui-ci se centre avec le centre de la maille de derrière. À ce moment-là, j'aurai ces 2 qui sont sur la verticale et les 2 qui seraient ici, comme ça, qui sont sur l'horizontale. Ça nous ferait donc un autre site tétraédrique à partir de cette arête avec contribution pour moitié dans la maille qui m'intéresse. On peut également avoir une autre vision des sites tétraédriques. Pour cela, encore une fois, j'ai le niveau 0,1 et le niveau 1,5, 3,5 ou 0,5, 1,5. Si je considère ces 2 au niveau 1,5 et ici le niveau 0 et 1, on voit bien que on retrouvera le centre du site tétraédrique quelque part par ici. Mais de la même manière, si j'utilise ces 2 avec cela, je vais me retrouver avec un centre de site tétraédrique ici, ce qui revient à dire que, effectivement, pour chaque face, j'aurai 2 demi-sites tétraédriques. On va maintenant parler de la taille des sites tétraédriques. Pour voir cette taille, eh bien, on va chercher d'abord à repérer le barycentre du site tétraédrique que je vous ai représenté ici. Donc, ici, concrètement, il est comme ceci. Pour retrouver le barycentre, on dit que on va commencer par faire le barycentre des 2 bleus et le barycentre des 2 jaunes. Pour les 2 bleus, le barycentre est au centre de la face. Pour les 2 jaunes, le barycentre est au milieu de l'arête. Et ensuite de quoi? Celui-ci représente 2 atomes, le bleu représente également 2 atomes, donc le barycentre global sera au milieu entre les deux. Pour représenter ceci, je vous propose de changer un peu l'angle d'observation, comme ceci. Ici, nous avons celui-là est ici, ça, c'est cette arête, ça fait donc A. Comme on est au milieu, ici, ça nous fait A sur 2. Ici aussi, ça nous fait A sur 2. Et pour avoir le centre absolu, ça va être la moitié de ceci. Ça va donc être A sur 4. La distance entre ici et ici est de A sur 4. Ensuite de quoi? Eh bien, je vais dire la distance entre ici et le sommet, ça va être R plus RI. Et la question que je dois me poser, c'est que vaut cette longueur L qui sera au maximum égale à L plus LI? Eh bien, je vais utiliser le principe le théorème de Pythagore. Je vais dire que le carré de l'hypoténuse, L au carré, égale A sur 4 au carré plus A sur 2 au carré, ce qui me fait tout calcul réarrangé, L égale A sur 4 que multiplie racine de 5. Et comme A égale 4R sur racine de 3, eh bien, on peut réarranger tout ceci pour arriver à L égale R racine de 5 tiers, qui doit être supérieur ou égal à R plus RI, puisqu'on voit bien, on a 1R
plus un REI ici, et donc cela nous fait REI inférieur ou égal à R, facteur de racine 5/3 moins 1, et ceci est donc la taille des sites tétraédriques et non pas octaédriques. On va maintenant passer aux empilements compacts. On verra qu'il y a deux types d'empilements compacts qui proviennent tous les deux de la superposition des mêmes couches, mais on va voir qu'on a deux possibilités de superposition de ces couches. On a vu précédemment que lorsqu'on aligne des cercles comme ceci et qu'on les place de manière à avoir ensuite des angles de 60 et de 120 degrés, la première structure que je vous avais présentée, et bien à ce moment-là, on a un empilement qui est le plus compact possible. Si on passe des cercles à des sphères, on dit ça c'est une couche. La deuxième couche, eh bien on va pouvoir la placer tout simplement, regardez ce que j'ai fait, j'ai pris, c'est la même structure de couche que la violette, la bleue, sauf que j'ai mis un atome bleu dans le creux formé par ces trois-là. Mais vous voyez bien que la présence de celui-là interdit de placer un atome bleu au centre de ces trois-là ou un atome bleu au centre de ces trois-là. En réalité, les atomes bleus ne peuvent occuper que un creux sur deux dans la couche violette. Eh bien, si j'ai ceci, et puis que la troisième couche, c'est de nouveau une couche violette, je vais avoir à ce moment-là une succession de couches que j'appellerai 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ça va me faire un empilement hexagonal compact. Mais on peut constater qu'il est possible de rajouter une troisième couche différente de la bleue et de la violette. Pour cela, eh bien, je vais placer les atomes bleus non pas dans les creux occupés par les bleus ou bien entendu dans les creux formés par les bleus, mais je vais placer la troisième couche dans les creux formés par la violette et qui n'avaient pas pu être occupés par les bleus. À ce moment-là, j'ai la possibilité d'avoir une couche 1, une couche 2, une couche 3, et donc la succession 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ceci, va me faire une structure cubique face centrée. Eh bien, on va passer d'abord à la structure cubique face centrée. Pour cela, on a donc un cube avec 8 sommets, classiques, comme dans le cubique simple ou dans le cubique centré. Mais ensuite, eh bien, on va avoir 6 centres de face. Les centres de face, vous voyez, en bas, à droite, en avant, en haut, à gauche et en arrière. Et donc, le nombre d'atomes par maille, eh bien, va être relativement facile à calculer. J'ai les 8 sommets qui comptent chacun pour un huitième, comme on l'a déjà vu, et puis chaque centre de face qui va compter pour un demi dans cette maille et pour un demi dans l'autre maille. Donc 8 fois un huitième plus 6 fois un demi, ça nous fait 4 atomes par maille. La coordinance est de 12. En effet, si je prends un atome au centre de la face, d'une face comme ceci, il est en contact avec ces 4. Il est aussi en contact avec ces 4-là, ce qui nous en fait 8. Mais ce que l'on peut facilement comprendre, c'est que ces 4-là vont se retrouver dans la maille de dessous, comme ceci. Et donc, j'en ai bien 12 en tout. 4 à la même hauteur, 4 au-dessus, 4 au-dessous, ce qui m'en fait 12. Bien sûr, on pourrait dire aussi, mais ça c'est pour un centre de face, et pour un sommet, qu'en est-il? Eh bien, pour un sommet, on va dire que ce sommet est en contact avec le centre de cette face, le centre de la face arrière et le centre de la face droite. Ce sommet est en commun à 8 mailles, ça veut dire qu'on pourrait dire 8 fois 3, 24. 24, c'est pas 12, ça pose un problème, sauf que on peut remarquer également que lorsque je compte ceux qui sont dans cette maille, je compte cet atome, ce centre de face. Mais quand maintenant je vais prendre ce même sommet et compter tous les atomes qui sont en contact avec lui dans la face de droite, je vais recompter celui-là, et ainsi de suite, je vais tous les compter 2 fois, ce qui revient à dire que j'ai en réalité 8 fois 3, 24, mais quand j'en compte 24, c'est que je les compte chacun 2 fois. Donc effectivement, la coordinance à ce moment-là, c'est 8 fois 3 divisé par 2, ce qui nous fait bien 12 également. Le contact, cette fois-ci, s'établit sur la diagonale du carré. La diagonale du carré, elle fait a racine de 2, et sur a racine de 2, j'ai, alors on va peut-être le regarder comme ceci, a racine de 2, j'ai 1r
2R, 3R, 4R. A racine 2 égale 4R, c'est-à-dire que j'ai A égale 2R racine de 2, ce qui nous fait un volume de maille A au cube égale 16R3 racine de 2, un volume occupé, puisque j'ai 4 atomes par maille, 4 fois 4 tiers de pi R3, ce qui me fait donc, lorsque je vais calculer la compacité, 16 tiers de pi R3 sur 16 racine de 2 R3, quand je réarrange, ça me fait pi racine 2 sur 6, et la masse de la maille, elle, va être la masse de 4 atomes, ce qui me fait donc une masse volumique, encore une fois, qui est relativement complexe à exprimer, très complexe à retenir, mais en revanche pas très compliqué à retrouver. Vous voyez bien que pour retrouver le volume à maille, il faut avoir la relation entre A et R, c'est-à-dire voir où se fait le contact, savoir combien d'atomes il y a dans la maille, et à partir de là, eh bien, tout le reste n'est que de la manipulation relativement simple. On va maintenant passer aux sites dans le cubique face centrée. On va commencer par les sites octaédriques. On peut constater qu'il y a un site octaédrique au centre de la maille, comme ceci, C2 et C4 qui forment un carré. La différence avec le cubique centré, c'est que cette fois-ci, les 4 qui forment le carré sont en contact 2 à 2 et ils sont en contact également avec cela, c'est-à-dire que là, l'octaèdre est parfaitement régulier. On peut également dire qu'on en a un au milieu de chaque arête. En effet, si on considère ces deux-là, on va avoir lui, celui qui est dans le prolongement ici et celui qui est dans le prolongement ici. Donc j'ai mis les 16 milieux d'arêtes, les 12 milieux d'arêtes, puisque dans un cube il y a 12 arêtes. Et donc lorsqu'on va compter le nombre de sites octaédriques dans le cubique face centrée, on en aura un au centre et 12 fois un quart, puisque au milieu d'une arête, il compte pour un quart. On va maintenant faire le découpage suivant le trait bleu qui est indiqué ici pour faire ressortir la taille des sites octaédriques. Voilà à quoi ça ressemble. Ceci fait A, puisque le découpage que l'on avait fait était bien comme ceci. A, dont on sait que c'est 2R racine de 2, et on voit que sur 2R racine de 2, il y a 2R et 2RI. Donc 2R racine de 2 doit être supérieur ou égal à 2R plus 2RI. Quand on réarrange, cela nous fait RI inférieur ou égal à R, facteur de racine de 2 moins 1. Et ça, c'est la taille du site octaédrique. On va continuer avec les sites tétraédriques. Alors les sites tétraédriques sont chacun à un sommet avec les 3 centres de face qui concourent à ce sommet. Voilà ici, celui-là, ce centre de face, ce centre de face et celui-là. Ça c'est la face du haut, ça c'est la face arrière, ça c'est la face droite. Le sommet est ici. Le centre est ici également et on a donc 8 sommets, donc 8 sites tétraédriques qui sont entièrement dans la maille. Maintenant, on va passer à la représentation de ce qui a été découpé suivant le trait bleu. On voit donc qu'ici on a A racine de 2 et qu'ici on a A. Ici, on peut constater que on se retrouve avec A racine de 3. De là à là, c'est A racine de 3 sur 4. Et donc, on va pouvoir remarquer que R racine de 3 demi supérieur ou égal à R plus RI, ce qui nous fait une taille de site tétraédrique, RI inférieur ou égal à R facteur de racine de 3 demi moins 1. On va maintenant voir la maille du dessus. On retrouve les 8 sommets en 0 et 1. On a aussi les centres de face en 0 et 1. Et puis le centre des faces verticales est au milieu des côtés à la cote 1,5. On va maintenant repérer les sites tétraédriques à partir du haut, donc centre du tétraèdre formé par un sommet et les 3 centres de face qui le forment. Ce sommet, celui-là à la cote 1,5, celui-là à la cote 1,5, celui-là à la cote 1, nous forment un site tétraédrique. Bien entendu, si je prends les mêmes, mais que là, au lieu de prendre la cote 1, je prends la cote 0, eh bien, j'ai un autre site tétraédrique strictement dessous.
Et bien entendu, à partir de tous les autres sommets, je vais pouvoir faire la même chose. Et donc, comme ceci, je vais avoir la cote 1/4, 3/4 pour le centre de chacun des sites tétraédriques. On va pouvoir repérer également les sites octaédriques à partir du haut. Encore une fois, je vais placer 4 mailles vues du haut de manière à pouvoir montrer ce qui est commun ce qui est à l'intérieur d'une maille et ce qui est commun à plusieurs mailles. Ici, donc, si je prends ça, c'est toujours le niveau 1,5. Là, j'ai le niveau 0 et 1. J'ai donc le site octaédrique à l'intérieur de la maille. Si maintenant, je prends celui-ci, les 4 à hauteur, sont toujours à la hauteur 1,5. Celui-ci, je prends 0 et 1. Et bien là, j'ai de nouveau un site octaédrique qui, cette fois-ci, sera au milieu de cette arête verticale qui est là. Et donc, puisqu'il est au milieu de cette arête, vous voyez qu'il appartient à 1, 2, 3, 4 mailles. Et donc, il va compter pour 1/4 dans chacune.